Je sais que c'est compliqué. Je peux laisser comme ça tout le monde, c'est ça ma question. On n'a pas besoin, mais ça suffit. Et ça les allume. On peut y aller. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux dans cette salle, dans cette belle salle de la Scala à Thionville. Je me présente, je m'appelle Arnaud Gonzague, je suis rédacteur en chef adjoint du magazine Nouvel Obs. Je suis très content d'être là avec vous et je voulais remercier en premier lieu le festival Polythéia, la ville de Thionville, l'association des mots et débats. C'est la deuxième année que nous sommes partenaires, nous, le Nouvel Obs, de ce beau festival qui traite d'une denrée qui va devenir de plus en plus importante, c'est-à-dire les idées. Et on voit qu'on n'en a plus que jamais besoin.
Cet après-midi, vous le savez, on va réfléchir à cette question, qui est presque une question du bac philo. Le progrès entraîne-t-il une crise des valeurs? Le progrès, la crise des valeurs, voilà. Autrement dit, est-ce que les progrès technologiques sont naturellement articulés à une évolution des droits humains, de la morale, de quelque chose qu'on appellerait un mieux-être, un mieux-vivre, ou au contraire, est-ce que ces différents types de progrès n'ont pas tendance à se contrarier? Voilà, j'ai 3 profs de philo, j'espère que ma problématique était bonne en 3 points. Je développerai ma problématique plus tard. On va trouver probablement beaucoup, évidemment, d'intérêts et d'exemples très concrets dans les évolutions récentes. C'est ça qui est vertigineux avec ce sujet du progrès technologique, c'est que là, on est vraiment tous, on peut le dire, le nez dessus, tout le temps. Et donc, voilà, je pense que cette table ronde est plus que jamais nécessaire. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous accueillir, Wolf Feuerhahn. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et historien des sciences. Et votre dernier essai, qui sortira le 27 mars, mais qu'on peut trouver ici à Thionville, car c'était exceptionnel, porte un titre parfait pour cette édition de cette année, puisqu'il s'appelle tout simplement Progrès. Voilà, c'est aux éditions Anamosa. J'ai le plaisir d'accueillir également Vivien Garcia. Bonjour, vous enseignez la philosophie à la faculté de médecine de l'Université de Lorraine et vous êtes l'auteur de Que faire de l'intelligence artificielle, qui est paru en 2024 aux éditions Rivage, dont j'aperçois la couverture bleue ici. Donc pareil, hein, Que faire de l'intelligence artificielle, vraiment, on peut dire que vous êtes dans l'actualité, quoi. Bravo. Et enfin, nous vous entendrons, Philippe Huneman. Vous êtes philosophe des sciences et vous avez aussi travaillé sur l'écologie. Vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes l'auteur de Les sociétés du profilage avec ce sous-titre Évaluer, optimiser, prédire, qui est paru aux éditions Payot en 2023. Je vous rappelle le principe de ce début d'après-midi ensemble, c'est que nous allons discuter tous les 4 pendant à peu près 1 heure. Et puis ensuite, on fera passer un micro dans la salle. Si vous avez des remarques, des questions, voilà, commencez à les préparer. C'est l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est qu'on peut échanger, et y compris ne pas être d'accord, ce qui est encore le mieux. Ma première question, pour commencer, va s'adresser à tous les 3. Alors, dans l'ordre, on va faire dans l'ordre de proximité de l'animateur, de celui qui tient le micro. On l'a dit, hein, cette année, la grande thématique, c'est le progrès. Progrès, ça veut dire changement, parfois changement rapide. Or, on a vraiment l'impression ces derniers temps que les changements spectaculaires, voire impensables, voire inconcevables, sont devenus presque notre lot quotidien. Ça a commencé avec le Covid, qui était quand même quelque chose d'impensable, incroyable. Il y a eu l'intelligence artificielle, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et ses saluts nazis, enfin c'est Elon Musk, les saluts nazis, mais des choses totalement sidérantes. Et puis là, on est en train d'évoquer les possibilités d'une 3e guerre mondiale. Il semblerait vraiment qu'il n'y ait pas une semaine sans qu'il n'y ait pas de progrès, d'évolution, de changement qui soit absolument sidérant. Et je voulais savoir, tous les 3, comment, en tant que penseurs, on vit ces changements spectaculaires et presque permanents. Philippe Huneman. Merci de l'invitation. Donc comme vous disiez, je suis philosophe. Hein, donc un philosophe, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'expérience, qui ne fait pas de manipulation, qui ne fait pas d'observation, juste qui fait des différences en général. C'est quand même notre activité principale. Donc effectivement, il y a une petite... Parce que le progrès est une chose, mais le progrès est une avancée vers le mieux selon un contenu donné, selon une question donnée. Par exemple, il y a un progrès technologique et pour nous, on est tous convaincus que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Hein. Le progrès, c'est iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, c'est assez facile en fait. Après, on peut parler aussi de progrès moral et ça, c'est pas évident que de passer de l'iPhone 3 à l'iPhone 15 fait qu'on est plus juste, plus inclusif, plus égaux, etc. Bon, ma façon de formuler la question vous indique que je n'y crois pas une seconde, évidemment. Donc ça, c'est une chose. Et au fond, depuis que... Alors, je parle sous le contrôle en particulier de Wolf Feuerhahn, qui connaît ça mieux que moi, mais depuis, si vous prenez un penseur comme Jean-Jacques Rousseau, à l'époque des Lumières, où tout le monde croyait, la plupart des gens croyaient que la raison humaine permet de connaître le monde et en connaissant le monde, de produire des machines, des objets pour améliorer la vie de tout le monde. Jean-Jacques Rousseau est le premier à dire non, c'est pas parce qu'on progresse dans notre rationalité théorique et technique qu'on progresse moralement, au contraire d'ailleurs, on régresse moralement. Bon, mais cette interrogation sur le rapport entre progrès moral et progrès scientifico-technique est consubstantielle
essentiel en fait à la notion de progrès. Et je disais, un philosophe fait des différences. Dans votre question, il est aussi question d'autre chose qui est l'accélération. Il y a beaucoup de penseurs. Alors, il y a un livre récent qui s'appelle L'accélération de l'histoire de Christophe Bouton sur cette question. Est-ce que l'histoire est en train d'accélérer ? Je ne sais pas, mais je dirais simplement que en termes de prospective, moi, je suis complètement nul, donc je ne sais pas. Et je pense qu'il est même raisonnable de se garder de faire des prospectives. Sans doute, beaucoup d'entre vous se rappellent la fin de l'Union soviétique et la chute du mur. 6 mois avant, personne n'aurait pensé ça pensable. 2 ans plus tard, un bureaucrate de l'administration, je ne sais plus laquelle, Bush, je crois, a dit « Nous sommes à la fin de l'histoire », c'est-à-dire non pas que l'histoire va s'arrêter, mais il ne se passera rien de nouveau. On était en 92 ou 93. Francis Fukuyama. Fukuyama, oui, c'est ça. Fukuyama. Voilà, on était en 93, 2001, le 11 septembre, la guerre contre l'Irak, le Covid et tout. Il avait tort. Et je pense que les prospectivistes, par définition, se plantent. Et donc, il vaut mieux faire des différences que de la prospective. Voilà, réponse trop longue. Bravo. Trop longue, non, c'est bien. Il faudrait mieux que les pessimistes se trompent. En fait, c'est ça le... Les prospectivistes, quelles que soient les perspectives, en fait, quels que soient les optimistes ou les pessimistes, c'est finalement... Vivien, comment vous vivez cette période sidérante ? Peut-être que vous ne la trouvez pas sidérante, d'ailleurs. Comment moi, je la vis ? À peu près comme tout le monde. C'est-à-dire... non, mais... Forcément pas, puisque vous êtes philosophe. Donc, vous la vivez différemment de nous, pauvres mortels. Eh ben, c'est justement là-dessus que je voulais réagir, parce que je suis pas sûr que la philosophie apporte grand-chose à ça. C'est-à-dire, comme je la vis personnellement, à mon avis, comme tout le monde, est-ce que le travail philosophique apporte quelque chose en plus ? Ça, j'en suis pas sûr. Alors, il y a bien sûr la question de... Je pense que la philosophie ne permet pas vraiment... de faire des prospectives. C'est pas juste Philippe Huneman qui n'en est pas capable. Je pense qu'en général, la philosophie n'est pas terriblement... elle peut prévoir des choses, la philosophie, quand même. Oui, parfois. Quand on relit Deleuze, on voit qu'il avait quand même pas mal compris des choses. Oui, non, mais elle peut avoir des intuitions qui ensuite se révèlent, et ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on relit les livres de philosophie plus tard, parce qu'ils prennent une nouvelle dimension, ils prennent une nouvelle teneur, ils deviennent interprétables différemment, etc. Sur le moment, c'est pas forcément la même chose. Je suis pas sûr que la philosophie soit là pour prédire le futur. Je pense que les boules de cristal fonctionnent mieux, à supposer qu'on sache les utiliser. Enfin, j'y connais rien non plus. Bon. Par contre, je pense qu'elle permet notamment, et là je pense qu'il y a des liens qui peuvent se tisser entre les différents livres qui sont présentés aujourd'hui. Notamment le travail de l'histoire, un travail, puisqu'on a tous les deux des méthodologies philosophiques qui passent par le travail de l'histoire. Je pense que ça permet de comprendre les choses différemment et de faire un pas de côté par rapport justement à des espèces sur un certain nombre de thématiques, de creuser des termes, le progrès, l'intelligence artificielle, de ne pas les prendre comme ça pour qu'elles nous arrivent en pleine face et au contraire réfléchir à l'aune de l'histoire là-dessus. Et que le travail de l'histoire, il permet aussi parfois de penser le présent, mais modestement. On n'est pas mieux doté que n'importe quel acteur ou spectateur du présent. Quelle déception, mais mon Dieu. Je suis déçu, je ne sais pas vous, mais moi j'étais sûr que... Mais bien sûr, de fait de la philosophie, vous comprendrez tout, vous pourrez prédire le futur. Wolf, comment vous vivez-vous cette période ? Et on en sourit, mais cette période est absolument atroce. Hein. Je ne la prends pas à la légère. Je suis journaliste, donc je suis loin de la prendre à la légère. Mais c'est vrai que des fois, on se demande si on a vu des vraies choses ou des fausses choses à la télé, tellement c'est invraisemblable. Je pense que c'est vraiment compliqué d'arriver à justement prendre de la distance par rapport à ce que tu disais à l'instant, par rapport T'es bien le micro. à la situation contemporaine et au fait qu'on soit effectivement nous aussi sidérés comme tout le monde par ce qui nous arrive et par ce à quoi on assiste les bras ballants. Et donc oui, l'histoire est une manière de prendre de la distance par rapport à l'immédiateté et de voir éventuellement les profondeurs mais aussi les variations qui peuvent se produire actuellement. Mais surtout, moi je dirais, il y a un autre élément qui me tient à cœur, et justement ça renvoie à la question
comment les acteurs, c'est-à-dire comment nous tous, êtres humains, réagissons, c'est que nous avons tous un discours sur le progrès. Nous sommes tous quelque part acteurs du progrès, non seulement parce que nous sommes pris dans l'affaire, mais aussi parce que nous le thématisons. Chaque individu, chaque citoyen le thématise. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que précisément il est pris en considération, thématisé, nommé, distingué, etc. Et c'est là que l'opération de distinction conceptuelle peut être intéressante, à partir du moment où précisément on regarde mais qu'est-ce que nous dit Elon Musk quand il nous parle de progrès? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et progrès, c'est quoi pour lui? C'est du progrès technologique, mais quel genre de technologie? Et c'est sûrement pas ce qu'il appelle les progressive ideologies, c'est-à-dire justement... Il fait bien la distinction, lui. La défense des... Ouais, voilà. Lui, le donc il opère, quelque part, il opère une distinction conceptuelle. Tout à fait. Et, tout à fait clair. Entre les idées progressistes, on pourrait dire, et voilà. Un mot que vous n'aimez pas, on en reparlera. Ouais. Et puis le progrès technologique que lui défend, enfin on sent qu'il défend l'un et pas l'autre. Voilà, exactement. Et donc ça aussi, ça pose question. Et puis je rajouterais peut-être une chose par rapport à la question générale qui fait bandeau dans la table ronde, c'est sur cette question du lien avec la crise des valeurs, c'est le rapport complexe qui est fait que, effectivement, à partir, alors que ce soit qu'on mobilise Rousseau ou qu'on mobilise un peu plus tard les contre-révolutionnaires, cette idée selon laquelle le progrès de l'esprit humain ne serait pas précisément, serait découplé, on va dire, des valeurs et de l'éternité des valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, l'historicité du progrès, le fait qu'on soit perfectible, ne serait pas quelque chose perçu positivement, mais au contraire comme l'indice de quelque chose qui serait une faillite, c'est-à-dire par rapport à une éternité divine, que l'homme soit perfectible, c'est une... Ça fait peur. Ça fait peur, et puis c'est surtout un défaut, c'est un manque, c'est une on va revenir justement dessus, parce que comme vous le disiez, donc votre ouvrage explore le destin du mot progrès, et pas de l'idée de progrès, c'est vraiment le mot progrès auquel vous vous attachez depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, Philippe a commencé à le dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le mot progrès est un mot assez neutre, en fait. Avant de devenir une espèce de valeur en soi, en fait, au XVIIIe siècle, le progrès est un mot assez neutre. C'est une espèce d'évolution, finalement, c'est ça ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le 19e siècle, jusqu'au 18e siècle, qui est considéré en général comme le siècle du progrès, mais qui ne l'est pas vraiment, progrès peut à la fois désigner des phénomènes qui vont vers le mieux et vers le pire. Là, c'est Rousseau. Voilà. Rousseau pense qu'il y a un progrès, mais que c'est pour le mal, quoi. Vers la corruption des mœurs. Exactement. Voilà. On n'est plus vertueux à l'état de nature, comme il dit. Voilà. Et donc, la bascule se fait au XIXe siècle à partir du moment où, précisément, le progrès ne désigne plus qu'un phénomène ou un processus qui va vers le mieux, vers le meilleur, et qui est associé à l'idée de civilisation, etc. Et donc, dans ce cadre-là, les choses changent et progrès devient déjà un singulier, progrès prend une majuscule, progrès n'a plus de complément du nom, etc. C'est pas le progrès des sciences ou le progrès des arts, c'est le progrès. Tout court. Voilà, c'est plus le progrès de l'esprit humain, c'est plus le progrès de la raison, c'est le progrès tout court. Et donc, à partir de ce moment-là, mais il n'empêche que le progrès reste un lieu d'affrontement, un terrain d'affrontement, et qu'il n'y a jamais consensus total sur ces questions. Et ce qui est génial dans votre livre, c'est qu'on voit que des génies sont contre le progrès. Au XIXe siècle, notamment, il y a Baudelaire, il y a beaucoup de très grands écrivains, Balzac, qui sont vraiment très anti-progrès, qui sont presque fiers d'être anti-progrès, ce qui nous paraîtrait aujourd'hui un signe de défaillance, on pourrait presque dire. Eux, ils en sont très fiers. C'est des génies. Ouais. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça signifie pour eux, le progrès ? Là, c'est aussi lié au fait qu'il émerge quelque chose au XIXe siècle qui est l'idée de l'art pour l'art, c'est-à-dire l'idée que l'art soit distinct de l'utilité, ou de l'utile, et que donc à partir de ce moment-là, penser le progrès, ça devient quelque chose qui est justement insister sur l'utilité. Et donc c'est l'idéal du bourgeois, celui que justement rejette des gens comme Baudelaire ou c'est d'abord le progrès, presque le progrès des machines et des marchands de machines, quoi. Du commerce, de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de progrès que vous mentionniez donc au XIXe siècle va durer pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'aimerais citer un extrait assez savoureux de votre livre, Philippe, Les sociétés du profilage. Vous écrivez une phrase qui est assez drôle. Je ne sais pas si elle voulait être assez drôle, mais en tout cas, ça fonctionne. Il aura fallu quelques guerres, 3 génocides, 2 champignons atomiques, d'innombrables empoisonnements locaux, quelques catastrophes nucléaires et printemps silencieux, et un réchauffement global pour nous déprendre l'idée de progrès.
C'est vrai qu'on a l'impression que le progrès depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une espèce de succession, le progrès technologique, j'entends, c'est une espèce de succession de catastrophes les unes après les autres. Mais est-ce que nous nous sommes dépris, Wolf, de l'idée de progrès? Est-ce qu'il y aurait un découplage dans l'esprit des gens entre d'un côté l'évolution des technologies et de l'autre côté l'évolution des, comme on disait, des mœurs, l'évolution morale? Alors, il y a, ça existe, bien sûr, cette tension existe, mais quelque part, le technosolutionnisme prospère également. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est le technosolutionnisme? Le technosolutionnisme, c'est l'idée selon laquelle le progrès technologique pourra toujours résoudre tous les problèmes qui se posent à nous, y compris les problèmes qui sont de l'ordre de la société, qui sont de l'ordre éventuellement moral, etc., etc. Et donc il y a effectivement ce découplage qui existe et qui vient mettre en question l'idée d'un progrès comme une force puissante qui nous amènera vers le meilleur. Et puis il y a aussi cette unité qui persiste malgré tout chez bien des acteurs qui continuent à être optimistes en la matière en disant mais de toute façon il n'y a pas vraiment à se poser de questions, il suffit de continuer à alimenter la machine technologique et on s'en sortira. Il y a un mot que vous n'aimez pas et vous le dites dans votre ouvrage, c'est le mot progressisme, qu'on emploie très souvent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est un mot que vous n'appréciez pas, le mot progressisme? Je ne sais pas si je ne l'apprécie pas. J'apprécie pas surtout ces usages, au sens où ils ont tendance à être surtout des usages critiques. C'est-à-dire que le progressisme sert soit à désigner en bloc quelque chose qu'on rejette, soit au contraire à désigner en bloc quelque chose dans lequel on se reconnaît et face auquel il y aurait une espèce d'homogénéité, nous s'appelle tous les anti-progressistes, peu importe les raisons pour lesquelles ils seraient hostiles à tel ou tel aspect du progrès, social, économique, écologique, etc., etc. Donc moi, ce qui me gêne, c'est surtout le caractère à l'emporte-pièce. C'est un peu une manière d'intimider l'adversaire, quoi. C'est de dire, vous êtes contre le progrès. Voilà. C'est des amiches, c'est ça un peu. Voilà, c'est l'épouvantail. C'est l'épouvantail qui consiste à discréditer plutôt qu'à penser, quoi. C'est ça. C'est ça. Je me tourne vers vous, Philippe Huneman. Vous évoquez dans les sociétés du profilage, justement, une de ces choses qu'on est en train de vivre technologiquement, qui est le profilage. Alors peut-être, rappelons, qu'est-ce que c'est un profil? Qu'est-ce qu'on entend par un profil? Et donc un profilage. Oui, alors, je vais essayer d'être bref. Donc l'idée, si vous voulez, quand je parle de profilage, c'est de prendre un mot qu'on connaît bien et qu'on connaît bien parce que, par exemple, très souvent, si vous vous inscrivez sur un site de location de voiture, en général, on dit c'est quoi votre profil et vous donnez votre âge, on renseigne un profil. Le verbe renseigner un profil est intéressant, qui est comme si c'était un humain. Oui, qui est d'ailleurs grammaticalement faux. Enfin, et donc tout le monde connaît ce mot. On connaît les profileurs dans les séries télé, qui sont des gens qui, sur la base d'un ensemble d'informations concernant une série de crimes abominables, vont prédire que le meurtrier en série fait 1m72, porte un chapeau, aime bien écouter les Red Hot Chili Peppers et a ses habitudes dans tel KFC où vous le trouverez à 14h12. Donc on le prédit. Et c'est aussi le mot qu'on emploie pour parler du profilage des pièces dans l'ingénierie. Une aile d'avion bien aérodynamique, on la profile de manière telle que l'avion puisse aller le plus vite possible, le plus loin possible, le plus économiquement possible, etc. Donc vous avez plusieurs sens dans ce mot. Et alors ce mot, je m'en sers pour désigner ce qui se passe avec la couverture totale du monde, et en particulier du monde humain, par des dispositifs de recueil de données. Et encore une fois, recueil de données, c'est aussi bien les données que vous produisez quand vous vous inscrivez vous mettez des photos sur Instagram ou des vidéos sur TikTok ou des commentaires sur Facebook, les données que vous produisez sans le savoir, dès que vous passez une barrière de péage et que vous payez par carte bleue, on sait où vous êtes, dès que vous avez emprunté un vélo électrique et déposé quelque part plusieurs fois, on sait où vous habitez, c'est là où vous allez le plus souvent, et où vous travaillez, c'est le numéro 2 dans la liste de vos déplacements, etc. Donc ça, c'est des données qu'on donne de manière automatique, de manière non délibérée.
Et toutes ces données, alors il y en a sur les gens, il y en a sur les animaux, il y en a sur je ne sais combien de milliers de satellites sont en observation constante de la Terre et traquent les mouvements des mastères, des courants, des bancs de poissons, des groupes d'oiseaux migrateurs, etc. Tout ça est enregistré dans des bases de données. Ça, c'est les données. À partir des données, on construit effectivement ce que j'appelle des profils, c'est-à-dire un ensemble. Alors, il faut juste un tout petit peu d'abstraction ici, mais vous imaginez un espace à plusieurs dimensions. Alors, un espace à 2 dimensions, une dimension, ce serait le poids, et l'autre dimension, ce serait la taille, et un individu, ce serait un point, une coordonnée, c'est son poids, l'autre, c'est sa taille. Bon. Maintenant, vous imaginez, vous avez 300 dimensions. Je suis d'accord, c'est un peu plus difficile à imaginer, mais c'est l'idée. Et sur chacune de ces dimensions, taille, poids, rythme de sommeil, nombre de calories ingérées, tranche d'imposition, profession des parents, degré, poids du crédit en cours, nombre d'appartements et de résidences secondaires, etc. Musique préférée, enfin vous avez beaucoup. Ceux qui ont une montre connectée savent ce que c'est. Ça récupère toutes ces informations et ça les enregistre et diffuse en temps réel. Donc un profil, c'est un point dans ce genre d'hyper-espace de données. Alors ce que je dis n'est pas abstrait en revanche. Dès que vous avez sur Internet, vous avez des courtiers en données, c'est-à-dire des entreprises qui récupèrent les données que vous produisez en allant ce que vous achetez. Alors les plus gros sont quelque chose comme 300 ou 1 millier de dimensions, des profils à 1 millier de dimensions sur tous les Américains et pas mal d'Européens. Et ça se vend. Les entreprises vendent ces profils et ça permet, encore une fois, c'est pas très abstrait, d'établir votre score de crédit. Comment les banques savent que vous pouvez maximalement emprunter 200 000 euros sur 30 ans avec 1 700 de remboursement par mois grâce à ça. Voilà, donc ça c'est le profilage et si vous êtes un point dans un nuage de données, vous n'êtes pas loin d'autres points qui sont les autres gens. Et ça donne des prédictions. Et c'est pour ça que je parle de profilage au sens des séries télé. Par exemple, on prévoit non pas le crime, mais on prévoit ce que vous allez aimer, ce que vous allez faire. On prévoit ce que vous allez faire. Par exemple, si vous êtes dans un nuage de points où les gens aiment bien tel ensemble de films, et que vous en avez vu 5 ou 6 comme la plupart de ces gens, on va prédire que vous en verrez le 7e ou le 8e, comme la plupart des gens. Vous connaissez tout ça, ça s'appelle un algorithme de recommandation, en gros. Oui, c'est ça. C'est Netflix qui vous dit vous avez bien aimé ça, donc vous allez aimer ça. Alors c'est un peu plus compliqué sur les algorithmes de YouTube qui proposent des contenus en continu comme YouTube ou Facebook, mais il y a de ça derrière. Donc voilà, c'est ça le profil et c'est directement lié à la prédiction, et la prédiction qui est ensuite vendue. Dit comme ça a l'air marchand, technologique, etc. Vous dites c'est une société, le profilage. C'est-à-dire qu'il y a derrière, en sous-jacent, un paradigme, une philosophie qui est portée par cette société. Qu'est-ce que c'est la philosophie portée par cette société du profilage ? Alors, en fait, si vous voulez, le titre du bouquin, c'est une référence à un livre très célèbre de Michel Foucault qui s'appelle « Surveiller et punir », où il parle de ce qu'il appelle les sociétés de discipline. Et en gros, il dit... voilà, le capitalisme industriel naissant a besoin de construire des populations qui soient telles que... Pensez armée napoléonienne, pensez école. Dans une école, tout le monde est assis l'école de Jules Ferry. Et l'école même bien avant, mais au début du 19e siècle. Pensez hôpital, où vous n'avez pas une foule de gens un peu partout comme c'était au Moyen-Âge, mais vous avez l'aile des maladies respiratoires, l'aile des maladies machin et tout, puis des chambres et puis des infirmières qui viennent et qui prennent à chaque moment la température, à chaque jour les températures, etc., etc. Donc ça, c'est ce que Foucault appelle les sociétés de discipline. Il parle de discipline parce qu'il dit, voilà, au fond, ça met en œuvre des techniques de domestication des corps et des groupes de corps qui ont été employés par les moines, mais ça la diffuse à l'échelle de la société, les casernes, les hôpitaux, l'école, la prison, l'atelier, ça marche pareil. Et donc son idée, c'est que la discipline, c'est une technique, encore une fois, de domestication des corps ou de dressage des corps, qui infuse la société et constitue un type de gouvernance de la société et un type de subjectivation. Et gouvernance un peu autoritaire, il faut bien le dire. C'est relativement autoritaire, et parce que justement c'est centré sur la norme. Ce qui intéresse le capitalisme naissant, c'est que l'ouvrier fasse, je sais pas, alors je me translate un peu, fasse 5 carrosseries de voitures par matinée. S'il en fait 3, ça va pas. S'il en fait 6, bon, on va réfléchir. Donc il faut vérifier que la norme, alors que l'écolier, par exemple, l'écolier soit là tous les jours, l'écolier ne sorte pas de classe n'importe comment, etc. C'est ça la norme. Il faut vérifier qu'elle soit respectée et punir ceux qui la transgressent. D'où le titre du livre, Surveiller et punir. C'est ça les sociétés de discipline. Et ma question, c'est
nos technologies, c'est plus la discipline. Nos technologies, c'est le recueil de données, les algorithmes qui traitent, et on ne peut pas vraiment le faire de tête, hein, on peut pas, des hyperespaces de grande dimension. Les statisticiens, ils font des stats ordinaires avec 2 dimensions. Ça, depuis le 19e siècle, on sait traiter un ensemble de données sur le poids plus le poids et la taille des gens. Si vous avez 300 dimensions, c'est plus compliqué. Et donc, ça requiert des algorithmes. Et donc, ma question, c'était quel est le type de société, de subjectivation, comme Foucault dit, de gouvernance produit par cette technologie-là, qui est la technologie algorithme plus recueil de données. Et c'est pour ça que j'appelle ça société du profilage. Le profilage, ce n'est pas juste les profils qui existent et qui font que les compagnies les vendent, etc. Alors certes, que les compagnies les vendent, c'est important parce que c'est la manière dont on produit de la plus-value dans cette société. Donc ça a à voir avec la manière dont le capitalisme aujourd'hui fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus grandes compagnies, les plus cotées en bourse, c'est des compagnies qui produisent pas grand-chose. Hein. Airbnb, Facebook, ça construit rien, Facebook. Maintenant, c'est un gros département de recherche et développement, mais c'est pas Chrysler qui produisait je ne sais combien de centaines de milliers de voitures par mois, donc qui était la plus grosse compagnie en bourse, ou General Motors, ou etc. Et donc ça, c'est le capitalisme financier. Le capitalisme financier s'appuie sur le profilage, qui est du recueil de données, mais qui produit aussi de la plus-value. Et ça induit un certain type de socialisation. Voilà. Un certain type de socialisation plutôt incitative, prédictive et incitative. Prédictive, c'est ça. La question, c'est plus la question du capitalisme tel que l'analyse Foucault, qui est en gros, est-ce qui fait quoi et surtout qui reste dans les normes et qui transgresse les normes, c'est qui va faire quoi. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est ce que vont faire les gens qui ont un peu le même profil que vous. C'est ça la prédiction. Et le lien entre profil et la prédiction. J'espère que c'était clair. C'est ça. Et il y a ce mot, vous dites, le progrès a 2 nouveaux visages. Il y a le technosolutionnisme dont parlait Wolf, donc on n'y revient pas, et l'optimisation. Ce mot optimiser, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie tout le temps, qu'on entend partout, tout le temps dans les entreprises, etc. Il faut optimiser les processus, optimiser les flux, optimiser, etc. Et on est nous aussi optimisés d'une certaine manière par ces sociétés-là. Oui, si vous voulez, c'est ce qu'on entend parfois, trouver la meilleure version de vous-même. Enfin, c'est des choses qu'on trouve sur beaucoup de sites. Hein. Et donc, effectivement, le profilage permet de vous donner tout un tas de recommandations pour savoir combien de petits pois vous devez manger par jour, combien de pas vous devez faire par jour, réponse 10 000, etc. Et c'est ça l'optimisation, en fait. Et c'est grâce au profilage, c'est possible. Et ça, alors premièrement, ça induit un idéal d'optimisation. Deuxièmement, ça induit une intolérance à l'imperfection ou à l'échec. Voire au ratage. Au ratage. Hein. Alors, il y a des tonnes d'enquêtes sur les filles et Instagram. Les filles, elles sont dépressives. Les jeunes adolescentes, sans doute, vous avez un peu plus ça. Elles tendent à être dépressives parce qu'elles voient que des filles parfaites sur Instagram. C'est normal, elles sont parfaites, c'est normal, elles n'existent pas. Donc, ça aide pour être parfaite. C'est des filtres, c'est des machins. Et donc, elles-mêmes se trouvent dépressives. Mais c'est ça l'optimisation. Hein, l'optimisation, c'est aussi le filtre Instagram qui fait que moi, je me trouve nul, donc je vais aussi mettre un filtre. Et ainsi de suite. C'est ça. Je me tourne vers vous, Vivien Garcia. Vous êtes, je l'ai dit, l'auteur de Que faire de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que vous donnez des clés de compréhension sur cette IA qui est une des révolutions technologiques qu'on est en train de vivre, très, très importante et assez sidérante. Et c'est une machine à fantasmes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on parle de fantasme d'optimisation, hein, le côté, la machine, l'IA sait tout sur tout et répondra à toutes nos questions. Vous dites qu'il y a un pendant de ce fantasme-là qui, en fait, c'est la même chose et qui est souvent moins répandu, enfin, qu'on critique moins souvent et que vous critiquez, c'est cette idée sur laquelle l'IA, l'intelligence artificielle, donc, en fait, n'est qu'un outil et que ça dépend un peu de ce qu'on en fait de l'outil. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Et vous dites, vous partagez pas du tout ce point de vue. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça paraît découler du bon sens de dire l'IA n'est qu'un outil neutre. Si c'est une dictature qui l'utilise, ça sera une catastrophe. Si c'est une démocratie, ça sera plutôt chouette. Ouais, je pense que dans l'intervention de Philippe, juste avant, on a déjà eu des pistes qui suffisent pour critiquer cette idée. Puisqu'il a utilisé cette notion en le mettant en lien avec technologie disciplinaire, mais bon, de normatif. Il y a quelque chose de normatif. Dans l'usage des techniques, il y a quelque chose de normatif. Normatif, ça veut dire qu'il nous incite à faire des choses. Ou qui nous prescrivent de faire des choses. Alors, ça peut se donner de manière différente. Qui norme, qui prescrit, qui configure l'action. Bon. Et effectivement, dans l'idée, cette espèce d'intuition, quand on dit l'IA n'est qu'un outil, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une réduction
de l'ensemble des objets techniques à une petite catégorie d'objets techniques que sont les outils. Et généralement, quand on fait ça, on opère une analogie. On va dire, voyez, c'est un outil, c'est comme un marteau. C'est le truc classique. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Je peux tuer une personne avec un marteau ou je peux construire une maison. Planter un clou ou je peux effectivement taper sur le crâne de mon voisin. Bon. Quand on fait ça, qu'est-ce que ça implique en termes normatifs? On est en train de dire, l'outil, l'objet technique, est neutre. C'est un pur moyen. Et les fins sont humaines. D'accord ? Les fins sont humaines. Donc le lieu de la morale, de la normativité, ça serait les êtres humains. Et c'est tout. L'outil est utilisé. On s'intéresse simplement à l'utilisation. Bon, d'accord. Est-ce que on peut réduire comme ça l'ensemble des objets techniques à cette catégorie d'outils? Est-ce que c'est la même chose, un grand modèle de langage et un silex? Est-ce que c'est la même chose? Vous voyez. Et en fait, ce qui se passe... Peut-être comparer avec un missile. Un missile, ça peut difficilement servir à construire une maison. Ça peut servir pour défendre une démocratie, mais ça ne fera que détruire des choses, un missile. Mais vous voyez, dans la manière dont vous posez le problème, ça peut servir pour... C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux objets techniques uniquement au prisme de l'usage, servir pour, sur ce qu'ils font, ce qu'ils servent à faire, plutôt qu'à leur fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc en faisant ça, on laisse de côté toute la réalité pleinement technique des objets techniques. Et c'est bien ce qui va faire la différence entre des objets différents, un silex et un missile et un grand modèle de langage, parce que je ne suis pas sûr qu'on pourrait mettre dans la même catégorie un missile et un grand modèle de langage. Bon. Et là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que c'est pas, on dit ça, mais il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Désolé, j'anticipe un peu sur ce que... Ça, c'est la deuxième partie de ce que vous alliez de votre intervention. Dire ensuite. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de plus en plus marquée à dire mais il faut une gouvernance de l'IA, où il faut qu'il y ait une réflexion normative sur l'IA, où en fait l'IA serait l'objet de cette normativité. C'est ce que dit par exemple Gérald Bronner, qui est invité d'ailleurs au Festival Polythéia. C'est plutôt le point de vue qu'il défend, de dire il faut normer l'IA, qui est un outil comme un autre, qui ne peut pas échapper aux lois comme tout le reste. Mais en fait, à ce moment-là, on est en pleine contradiction, parce qu'on tient sur un même objet, d'accord? Même si, alors après, pour le coup, et ça peut-être on en parlera après, de la catégorie d'IA qui est très très généraliste, c'est pareil, il y a des objets techniques qui peuvent être complets. IA, c'est une catégorie englobante, c'est une catégorie qui peut donner lieu à toutes sortes de mystifications, et en fait, même à l'intérieur de l'IA, on parle de choses qui peuvent être parfois très différentes. Votre livre le détaille très bien. On n'est pas parlé des aspects techniques de votre livre, mais votre livre le détaille très très bien. Il y a 2 sources de l'IA et ça ne donne pas du tout les mêmes choses. Mais ça, on n'a pas le temps d'en parler. Exactement, on renvoie au livre là-dessus. Mais effectivement, donc la contradiction, c'est que donc d'un côté, on nous dit tout est dans l'usage, ça dépend, ce n'est qu'un outil, tout dépend de comment on va en faire usage. Et d'un autre côté, on dit non, il faut peu importe, normer, légiférer, ce que vous voulez, gouverner, mais pas les usages, les objets eux-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, on se rend compte qu'ils ont une certaine normativité. Mais sauf que là, en fait, dans la manière dont on perçoit l'IA, il y a une contradiction. Alors, peut-être pour résumer, parce que ça va peut-être... Enfin, moi, je ne suis pas aussi... Voilà, je ne suis pas philosophe. Vous dites, d'un côté, c'est paradoxal de dire l'intelligence artificielle n'a pas d'effet autre que ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si ChatGPT me renvoie, pour dire... du racisme et de l'antisémitisme, ça n'aura pas d'effet sur moi puisque ça n'est qu'une machine, ça n'est qu'un outil, et en même temps de dire il faut interdire à ChatGPT de renvoyer des messages racistes et antisémites parce que c'est interdit dans la loi française. C'est pas forcément sur les mêmes aspects c'est pas forcément sur les mêmes aspects que ça va se jouer. C'est-à-dire c'est pas tant sur quand on dit c'est un outil. Généralement les gens qui vont avoir ce type de thèse
vont vous dire ça dépend si on utilise, je sais pas, ChatGPT pour faire produire de la science, à supposer qu'on puisse produire de la science avec ChatGPT, mais peu importe, ou pour faire écrire des messages qui vont pour faire du spam, par exemple, voilà, pour industrialiser le spam, etc. Et là, on va dire c'est l'usage, c'est pas de la faute à ChatGPT, etc. Et d'un autre côté, on voit bien qu'il y a une dimension normative, dans la mesure où on va dire mais quand même, ChatGPT, les modèles de langage, ça sert à rien de dire ChatGPT, les modèles de langage, c'est-à-dire ce qui techniquement est derrière, ça sert à rien de faire de la pub à un modèle en particulier. Donc les modèles de langage vont générer du texte, mais ce texte peut avoir de même qu'une prédiction. Quand c'est pas du texte, ça marche aussi. Les objets techniques vont produire quelque chose qui va pouvoir avoir une efficace ou voir des effets dans une société, soit que ce soit dans l'interprétation du texte, que ça puisse être, peu importe, discriminant, ce que vous voulez, ou soit que ça puisse conduire à, avec une prédiction des politiques, comme par exemple les prêts de Paul, les politiques de prédiction de la récidive, où on va, à partir de données, utiliser un modèle pour voir si tel ou tel condamné serait plus susceptible d'être récidiviste ou pas, et en fonction de ce que la machine nous renvoie, justement, le libérer ou pas, etc. Bon. Vous voulez ajouter un mot peut-être, Philippe? Vous étiez... Non, c'était juste pour clarifier que, mais Vivien vient de le faire, un grand modèle de langage. Grand modèle de langage, vous connaissiez peut-être pas l'expression, mais c'est entre autres ChatGPT. Voilà, c'est juste que... C'est ça, les grands modèles de langage. Je reviens vers vous, Wolf. On l'a dit au début de cet entretien, on est à un moment de bascule dans le monde. Alors peut-être pas. On a dit aussi que c'était peut-être un effet d'emballement médiatique, peut-être, et je le souhaite, enfin, j'espère. À la fin de Progrès, votre ouvrage, vous tracez des pistes de résistance, on peut dire, à l'ère du temps, et vous écrivez « Résister, c'est faire preuve d'esprit critique. C'est aussi rappeler l'importance d'une réflexion nuancée qui requiert du temps et suppose un espace public de délibération démocratique. » Le début, on voit bien. La fin, qu'est-ce que c'est, un espace de délibération démocratique? Qu'est-ce que vous imaginez? Ce n'est pas un espace qui existe forcément, mais qu'est-ce qu'il faudrait imaginer? Non, mais je pense que c'est crucial. Je pense qu'il faut des espaces qui soient justement autonomes à l'égard d'un certain nombre de contraintes et de bombardements, puisqu'on est dans l'ordre du quasi-militaire actuellement, dans lesquels on puisse effectivement s'asseoir autour d'une table, réfléchir collectivement, parce qu'on a besoin d'intelligence collective. Tout seul, on est plus bête. En tout cas, c'est ce que je pense. Et dans ce cadre-là, qu'on puisse élaborer, réfléchir, penser précisément, comme le montraient mes collègues juste avant, que les objets auxquels on a affaire ne sont peut-être pas problématiques comme on peut le penser spontanément, mais peut-être différemment problématiques. Et donc, dans ce cadre, ça me paraît crucial qu'on arrive à sauver des espaces, mais que ce soit des espaces institutionnels, que ce soit des espaces garantis par une puissance publique qui aussi s'astreint à elle-même ne pas interférer dans les discussions qui ont lieu dans ce cadre-là, ou que ce soit dans le cadre médiatique, que ce soit dans le cadre associatif, que ce soit dans le cadre des citoyens en général. C'est très précieux qu'il y ait des espaces de discussion où la contradiction puisse émerger, que les prises de position puissent être faites dans un cadre où l'écoute se développe. Et la nuance. Et la nuance. Peut-être voilà. aussi. Ça, c'est mon point crucial. La réflexion nuancée, c'est ce que vous dites. Ouais, la nuance. pour moi, je pense que s'il y a quelque chose contre lequel il faut lutter, c'est précisément ce qui relève de l'invective, ce qui relève de l'emporte-pièce, ce qui relève du slogan, ce qui relève de l'anathème, tout ça. Et c'est ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire que ça obère la possibilité de penser, ça occupe l'espace. L'espace médiatique au sens très large parfois, mais aussi l'espace de... Et c'est parfois difficile de soi-même échapper à ça, parce qu'on est pris affectivement par ces questions, et que c'est vite venu que de réagir à brûle pour point alors qu'on n'y connaît rien. Enfin, combien de... Oui, ça, on est assez spécialiste de ça. Enfin, on a des avis géopolitiques ou épidémiologiques très voilà. Étayés sur des choses alors qu'on n'est pas spécialiste. Voilà. Et je pense que là, c'est vraiment important
d'arriver, mais ça veut dire aussi créer des lieux de médiation, c'est le cas de ce festival, mais de manière générale, des lieux où des gens qui ont réfléchi sur la question plus que 5 minutes, et qu'à travers le visionnage de 2 ou 3 vidéos, qui peuvent être très bien, mais voilà, soient à même de pouvoir développer les réflexions auxquelles ils ont été amenés par le biais de leurs enquêtes, quoi. Et voilà, avec toute la question, je ne sais pas, moi par exemple aussi, je ne sais pas, avec mes étudiants, j'insiste beaucoup là-dessus, mais la question de la généralité. Qu'est-ce que ça veut dire de la représentativité ou de la significativité? C'est pas la même chose. La montée en généralité, comment est-ce qu'on monte en généralité? Jusqu'à quel niveau est-ce que ce que je dis est valide ou pas? Et ça me semble crucial. C'est-à-dire de voir les limites de la validité de l'énoncé que je suis en train de produire. Ce que disait tout à l'heure Vivien, finalement, vous avez commencé par dire mon métier à moi, c'est pas de prédire les choses, je suis incapable de le faire, etc. En fait, le fait de dire que vous n'êtes pas spécialiste de tout, vous n'êtes pas expert de tout, que vous savez pas tout et qu'il ne faut pas vous écouter aveuglément, déjà, ça a une efficace peut-être en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère. J'espère. Si je me permets d'intervenir parce que je pense que par rapport à ce que Wolf a dit, je peux brancher quelque chose lié aussi à la question de la normativité, etc. Et souvent on se dit, parce qu'il y a cette idée que... donc effectivement, il faudrait qu'il y ait des normes, des lois, etc. autour de l'intelligence artificielle. Mais peu importe, hein, c'est pas juste des lois. C'est important, oui. Ou une réflexion éthique, etc. Et souvent, cette réflexion, elle est renvoyée à l'expertise. Et on dit, s'il faut une réflexion éthique, il nous faut des experts de l'éthique. Mais en réalité, cet automatisme-là, il est problématique aussi. Parce que, pour le coup, moi, j'enseigne beaucoup. C'est quasiment. Oui, c'est dommage que vous disiez ça. Que l'éthique. Non, c'est pas du tout dommage, parce que dont on se rend compte dans le champ de l'éthique, de la réflexion éthique contemporaine, c'est qu'il y a une certaines prises de distance, même si les éthiques, ce qu'on appelle les éthiques appliquées ou les éthiques pratiques contemporaines, elles sont nées autour du modèle de l'expertise. C'est quelque chose qui est de plus en plus cassé, de plus en plus critiqué. On voit que même si on prend les comités d'éthique nationaux, etc., qui sont un peu la fin de vie, la représentation experte d'une certaine manière de l'éthique, on voit bien justement sur la fin de vie Mais on se dit comme ça spontanément, c'est une question qui est infiniment complexe, qui est infiniment douloureuse, qui a vraiment une personnalité qui a pris le temps d'y réfléchir pendant des mois, qui a rencontré des soignants, qui a rencontré des familles, etc., sera plus à même d'avoir un avis intéressant que vous et moi. Certes, mais regardez ce qui s'est passé même dans ce type d'instance. Alors il y aurait beaucoup à redire, etc. Mais sur la question de la fin de vie, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé les espaces éthiques régionaux ont organisé des types de débats participatifs en région, etc. Donc il y a une volonté même aujourd'hui. Ce référentiel de l'éthique experte, il est quand même assez critiqué. Cette idée de la parole qui vient d'en haut et que le peuple devrait récupérer avec exactement. Et d'une certaine manière, dans cette conception de l'expertise, il y a aussi peut-être certains problèmes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a souvent pensé, j'en parle dans le livre, à travers la figure de l'expert, et a souvent considéré que, alors traditionnellement, le modèle de la pensée, c'était le modèle de l'expert. Bon. Et puis aujourd'hui, et ça c'est un peu ce qu'a introduit Philippe, il y a une transformation épistémologique, et finalement on fait parler, c'est plutôt l'expert qu'on fait parler, mais à travers les techniques de traitement de données massives, etc., on essaye de faire parler la foule. Et on se dit il faudrait aligner la normativité sur la foule, etc. Et je pense que dans les 3 ouvrages qu'on propose, il y a quand même cette idée de dire non, justement, la réflexion, elle peut se situer autrement que simplement dans l'expertise ou dans le traitement des données, et qu'elle peut se donner à travers quelque chose qu'est la délibération. Parce que si vous voyez les problèmes éthiques ou les problèmes,
pas seulement en éthique. Enfin, si vous voyez tout comme des problèmes à résoudre, vous proposez un modèle unique qui va être soit une résolution experte, soit une résolution par le traitement des données massives, et vous laissez complètement de côté la question de la délibération. Et ce que ça fait, l'expérience de la délibération. Parce que l'expérience collective. Quel est le fruit positif de la délibération? Mais c'est pas la même chose, un problème à résoudre, où vous êtes imaginez un problème de maths à résoudre, où vous êtes un génie, vous allez résoudre le problème dans votre coin, etc. Et la délibération comme expérience collective, où vous allez déjà à travers la parole, affronter les opinions des autres, peut-être revenir sur ce qu'était votre première idée, discuter, délibérer, vous transformer dans l'action collective. Cette notion de délibération-là, elle est où dans finalement les grands modèles qui sont proposés, en particulier en ce qui concerne mon ouvrage, l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Philippe, à la fin de votre essai, vous écrivez que pour lutter contre, on va dire cette société qui nous aliène de plus en plus, qui nous contrôle, qui nous contrôle plus, mais qui nous profile, qui nous prédit des choses, il faut qu'en fait, alors c'est pas votre seule solution, mais vous dites qu'il faut aussi que chacun compte sur soi-même. Je trouvais intéressant, je vais vous citer, vous écrivez « C'est à moi de me retirer », à moi dans le sens tout le monde, hein, voilà. « C'est à moi de me retirer des flux, sinon définitivement, du moins partiellement et temporairement, de sorte que le bouclage se fasse moins vite et moins bien. À moi de contrôler les données qui passent par moi et la nature de mon consentement, à moi de me déconnecter. » Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'appel dans votre livre à un sursaut individuel, on pourrait dire? Oui, alors évidemment, enfin, je vais essayer d'être rapide. Ça, c'est comme vous savez, les gens que vous êtes au café, les serveurs vous disent j'arrive et ils partent. Donc je vais essayer d'être rapide. Je vais pas du tout. C'est qu'on en a pour 10 minutes. Mais ouais, non, mais donc oui, en effet. Alors, en effet, il y a un côté un peu France Gall dans ce que je dis, et c'est vrai, il y a un des branches, tout ça, d'accord. Par rapport à dans la suite, pour filer un peu le propos de mes deux collègues, parce que je pense qu'on est assez d'accord. Oui, il y a hormis le fait que je ne peux que vous conseiller de regarder les réglages par défaut de votre téléphone et d'enlever toutes les réglages où Siri vous suit par défaut et vous recevez des publicités qui sont... Enfin, vous savez, il y a un article qui dit... Siri, c'est celui qui vous écoute Siri, sur votre iPhone. Ouais. Vous savez, régulièrement, il y a des articles dans les journaux, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont, je sais pas où, aux Philippines, qui sont payés pour écouter toutes vos conversations via l'enceinte Alexa et tout ça. Bon, ok, ça d'accord. Mais plus profondément, je pense qu'il y a trois choses. La première, c'est la Facebook, ça n'est pas la télévision. Alors je vais me dire, ouais, je m'en suis rendu compte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la télévision, pensez à l'ORTF, hein, il y a très longtemps, je me rappelle, il y avait 3 chaînes, on avait tous la même. Et Facebook, c'est le contraire, on n'a tous pas la même. Vous ne voyez pas sur vos réseaux sociaux la même chose, ni même sur vos YouTube et tout ça, que les autres. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'avoir des informations, qu'elles soient plus ou moins fausses, vraies, etc., sur la réalité. Donc il faut éviter de prendre les réseaux sociaux, les iPhones, comme des fenêtres pour le monde. C'est des fenêtres sur ce que, en gros, Meta ou Google pensent que vous allez croire, acheter, voter. C'est très différent. La seconde chose, c'est à partir de là, hein, les algorithmes qui régulent, encore une fois, mais les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation et pas mal de choses sont opaques. Donc ça, c'est pas une question de personnel, hein, c'est une question politique. C'est-à-dire que les compagnies ne donnent pas les codes. Or, je fais toujours ce parallèle, hein, vous savez, quand vous êtes dans une ville, pensez au Rouen, l'usine qui a explosé, tout ça, ou le chlordécone. Quand l'air est très pollué, quand vous voyez, vous respirez des particules et l'air est bleuté, etc., vous dites « Ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et vous le dites, il faut corriger. Il faut corriger parce que l'air appartient à tout le monde, c'est, comme on dit, un bien commun. Et si quelque chose pollue l'air, il faut le changer. Les algorithmes, pour dire très vite et un peu cliché, polluent la pensée de tout le monde. Et ça a un effet énorme. Alors ça peut aussi enrichir et tout ça. En tout cas, comme l'air qu'on respire, ça a un effet énorme sur notre pensée. Donc il n'est pas absurde de penser que les codes de ces algorithmes pourraient jusqu'à un certain point être publics. Donc ça c'est une vraie question politique, hein. Et ce qui va un peu dans ce sens, alors là je vais être un peu
politique aussi. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des enfants qui vont à l'école, les faire aller à l'école, leur dire les écrans c'est mal et mettre les parents sur pronote et avoir des ministres qui vous disent on va supprimer le latin, on va faire des cours d'initiation à l'intelligence artificielle. Frère, l'intelligence artificielle, le truc c'est que sans aucune instruction, tu dois pouvoir s'en servir. C'est fait pour en fait, donc c'est pas bon. C'est un double discours, alors, je suis parent, vous avez dû comprendre, hein, qui est totalement absurde. Si on essaye de jouer avec ça, on va faire apprendre l'intelligence artificielle à nos enfants pour qu'ils puissent... Oui, je sais bien qu'il ne faut pas être naïf, etc. Mais on a perdu, parce que ces compagnies-là, hein, comme on dit toujours, leur devise, hein, go fast and break things, tu vas vite et tu casses tout. La régulation et les politiques de l'éducation nationale, c'est tortue et escargot. Troisième chose, et après je termine... il faut ces sociétés-là, dont a priori j'essaie de comprendre ce qui se passe. Moi, je suis pas, je suis pas forcément jugeant, mais en tout cas, ces sociétés-là ont un rapport à la parole et à la vérité qui est très spécifique. En tout cas, les dispositifs créés par ces sociétés, hein, Google, YouTube, Meta, etc. C'est-à-dire que la vérité, quand vous avez, par exemple, vous prenez encore une fois GPT, hein, il vous dit des choses, il les dit pas parce que il répond à une question, il les dit pas parce que c'est vrai ou faux, il dit parce que c'est l'énoncé la suite de mots la plus probable qui suit de tous les textes sur lesquels il a été entraîné. Si vous imaginez 2 secondes que l'ensemble de ces textes étaient à peu près faux, il vous dirait tout le temps des choses fausses. Bon. Il n'en dit pas forcément. Mais la vérité n'est pas sa norme. C'est ça l'idée. La vérité est la norme de notre croyance. C'est une phrase philosophique pour dire cette chose très bête que si vous croyez quelque chose et on vous apprend que c'est faux, eh ben vous croyez autre chose. La vérité est la norme de la croyance même quand vous mentez. Quand vous mentez, vous savez que X et vous savez que X est vrai et vous dites Y. Donald Trump n'est pas comme ça. Donald Trump ne ment jamais. Donald Trump se fout que ce soit X ou Y. Un lundi, Zelensky est génial. Mardi, Zelensky est un brigand. Mercredi, Zelensky, il est cool parce qu'il nous a donné tout son or. Enfin, je vais vite, mais vous voyez l'idée. C'est un fonctionnement dans lequel la vérité ne fait pas norme. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il est très important qu'il y ait des espaces. Typiquement, je dis l'université parce que j'y travaille, mais il n'y a pas que ça. Vous dites ça à la fin de votre livre. Ouais. Oui. L'université, c'est le lieu où on cherche le vrai. Et l'école c'est pas parfait, mais l'école, voilà, c'est les lieux où on cherche le vrai. C'est lieu où on sait qu'il y a une différence entre le vrai et le faux, et le vrai, même si on ne l'aura jamais, est une norme pour ce qu'on pense et pour ce qu'on croit. Et le dernier point, c'est que les compagnies de type, alors Musk est merveilleux, c'est bien, il est au pouvoir, tout est transparent, c'est des gens qui pensent que tout est un marché. Non pas au sens que tout est à vendre, hein, mais au sens que par exemple, Twitter, pour Musk, c'est le marché des idées. C'est-à-dire que chacun arrive, moi je suis universitaire, je dis c'est comme ça, Karl Marx dit c'est comme ça, son copain, enfin pas son copain nazi, dit il faut brûler les juifs, les autres disent il faut brûler les arabes, les autres disent il faut être vegan. On met tout ça ensemble, chacun échange, et à la fin on arrive à la vérité. C'est rigoureusement faux. Et c'est ce modèle-là qui est un modèle qui est exactement calqué sur le modèle du libéralisme économique. Hein. Les gens arrivent avec leurs préférences. La préférence de mon boulanger, c'est d'avoir de l'argent. Ma préférence, c'est d'avoir du pain. Hop, on se rend compte, j'ai du pain, il a l'argent. C'est parfait. C'est le grand économiste Adam Smith, fondateur du libéralisme, qui disait ça. Le marché, en concurrence libre et non faussée, optimise ce que reçoivent les gens. Okay. Ça ne marche pas comme ça pour les idées, pour une raison extrêmement simple, et c'est exactement ce que disaient mes collègues, c'est qu'on n'est pas égaux pour les idées. Si moi j'arrive et si je me mets à vous faire un cours de physique quantique, vous pouvez partir. Je n'y connais absolument rien. Twitter, il y a plein de gens qui font, alors c'est plutôt des cours de sociologie des races que de physique quantique, mais en tout cas, ça marche comme ça. Et donc, il faut absolument faire la différence. Les idées, c'est pas un marché. Il y a des gens qui savent et des gens qui savent pas, et ils savent sur une nano-partie de ce qui existe. Sur le reste, ils savent pas. Et cette dissymétrie entre le sachant, ou très exactement la personne qui a investi, comme disait Wolf, du temps et de l'énergie mentale dans la maîtrise d'un problème, il y a une asymétrie entre elle ou lui d'un côté et puis celui qui ne sait pas. Voilà. Donc il ne faut surtout pas accepter ce mensonge que les idées, c'est une grande démocratie et c'est un marché. Ça n'est pas une démocratie. Voilà, pour être un peu... Ce n'est pas une démocratie, mais on va quand même laisser parler la foule. Mais non. Mais vous avez le droit de ne pas vouloir répondre. Alors on va faire circuler un micro. Je vois une main qui se lève au fond. Bonjour Sébastien, bonjour à vous quatre.
La question de départ, on le voit devant nous, le progrès entraîne-t-il une crise des valeurs? Alors le progrès, c'est quoi? C'est la progression, c'est le progressisme. Est-ce que ça entraîne factuellement une crise de valeurs? Intrinsèquement, je dirais oui. Vous prenez l'exemple d'un enfant, il naît et il va dans sa vie transgresser plein de choses, transgresser des valeurs. Donc fatalement, si moi personnellement, et je vous laisserai répondre, en effet, le progrès, et il y a des gens qui partent, au revoir, bon après-midi, bon week-end, le progrès, selon moi, il entraîne une crise des valeurs. Tout simplement comme cet enfant qui grandit, qui C'est une crise transgresse. positive dans votre acception. Mettre en crise, ça veut dire remettre en cause, bouleverser, changer, c'est ça, si je comprends bien. Ouais, c'est un petit peu ça, en effet. Ouais. Alors, qui veut répondre? J'ai envie de dire Wolf, puisque votre livre s'appelle Progrès, mais après, voilà. Vous n'avez qu'à pas choisir ce titre. Non, en fait, je pense que bon, là, il y a une difficulté, ce qui est lié déjà au fait que progrès est lui-même un jugement de valeur. Autrement dit, le progrès n'est pas un fait avéré. Non, outre la question des critères qui étaient sous-jacentes à la discussion précédente et sur lesquels est revenu notamment Philippe là juste avant, c'est-à-dire selon quels critères est-ce qu'on juge de la validité ou non d'un savoir. Mais ici, il y a surtout la question de l'association entre un jugement de valeur sur un phénomène qui se produit, un processus qui se produit, qui peut relever de plein de dimensions différentes, hein, on l'a dit, du social à l'écologique, au technologique, etc. Et puis l'éventuel partage de valeurs, ou pas, ou les éventuelles normes qui constituent nos vies sociales, nos vies familiales, nos interactions, etc., etc. Et donc, sur cette base, l'affrontement entre, en réalité, deux types de jugements de valeur qui n'ont pas le même statut, qui sont mobilisés parfois l'un contre l'autre, et qui donc, à ce titre-là, offrent le lieu de collision, d'affrontement, etc. Enfin, c'est comme ça que j'aurais tendance à saisir l'opposition que vous mentionnez. Très bien, merci. Votre réponse a fait rester tout le monde. Et moi, ma question a fait partir 6 personnes. C'est parce qu'il était 16h, je pense. Ah non, c'est l'heure du goûter. Merci beaucoup. Ça. Merci pour votre intervention. Une autre question, remarque? Ah, c'est pas de chance, c'est tout au bout, tout à l'autre bout. Ça va vous faire marcher. Les 10 000 pas sont en train d'arriver à grands pas. Bonjour. Alors moi j'avais envie de poser la question inversée. Alors parler plutôt des valeurs qui permettent justement le progrès, ou du moins les valeurs qui ne sont pas forcément assez solides ou pas assez travaillées dans la société ou pas assez imposées pour qu'on puisse choisir le progrès qu'on a envie de mettre en place. Parce que demander à ChatGPT une recette, ça va consommer bien plus d'énergie que Google, à qui on m'a posé une question, mais à notre échelle, ça n'a aucun sens. Du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt la question des valeurs qui est plus importante que celle du progrès? Voilà. Allez, Vivien, allez. Non, en fait, j'ai pas complètement compris la question. Donc, je saurais pas. Sinon, je peux faire une réponse en fumage, mais je n'aime pas faire ça généralement. C'est vrai que je suis pas sûr non plus d'avoir compris, mais c'est-à-dire ce que vous dites, ce qui est important, c'est moins le progrès de quelque chose que les valeurs sur lesquelles sont assises ce progrès. C'est ça. Et on est dans une société dans laquelle les valeurs ne sont plus ce qu'elles étaient. Ah oui. Ou du moins, disons qu'on a laissé de côté les valeurs sur lesquelles on se base pour permettre un certain progrès. Donc là, pour le coup, vous répondez vraiment à la question c'est l'avancée du progrès qui fait qu'il y a un recul des valeurs. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Je fais ce que je peux. Moi, je suis pas philosophe. Hein. C'est assez. Ouais. Alors. Non, mais là, bon, il y a la question des valeurs et j'imagine en plus, peut-être je surinterprète, mais
je comprends dans votre question qu'en plus vous entendez valeur dans une dimension morale ou éthique, ou, etc. Mais en fait, il y a un présupposé dans cette question qui, pour le coup, comme moi je fais de la philo morale et politique, c'est un truc, quand je vois un peu l'histoire des idées à ce niveau-là, il ne va pas de soi. Est-ce que les valeurs sont nécessairement ce qu'on appelle les valeurs de la morale de sens commun? C'est-à-dire, est-ce que justement un bon jugement moral ou éthique doit se fonder sur les valeurs préexistantes qui viennent de notre éducation, etc., morale de sens commun, ce qu'on appelle morale de sens commun généralement, ou est-ce que justement il y a des critères de valeurs qui sont plutôt de l'ordre d'une éthique critique alors après, il y a toutes sortes de positions dans l'histoire de la philosophie. Vous avez des positions qui vont vous dire qu'il ne faut surtout pas se baser sur les valeurs de la morale de sens commun, d'autres que s'il faut se baser sur les valeurs de la morale de sens commun, mais que dans certains cas, on peut les compléter par une éthique critique, d'autres qui disent que l'éthique critique et ses fondements sur la rationalité, c'est une illusion et qu'il n'y a que les valeurs de... Mais vous voyez déjà, ce terme-là, il est polysémique et en fait, on donne déjà une espèce de sens à la question sans avoir même interrogé, d'où la nécessité d'une délibération. Il me semble que ce que vous entendez par valeur, monsieur, c'est le bien, en fait. C'est un peu au sens large. On peut appeler le bien. Là, vous allez énerver un philosophe moral. Parce que le bien, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que le bien, parce que là, pour le coup, c'est compliqué. C'est vraiment complexe. Oui. Bon, je crois que votre question n'aura pas de réponse immédiate, monsieur. J'en suis désolé. Mais on n'est pas là pour répondre aux questions, madame. On est là pour délibérer. Vous avez compris? Je vais rentrer chez moi vite. Mais non. Justement, vous allez réfléchir et trouver vous-même votre réponse. Bonjour. Alors moi, je suis d'accord avec vous, madame. Mais je rebondis aussi sur ce qui a été dit là. C'est qu'on a beaucoup défini le progrès. C'est clair pour tout le monde. Par contre, les valeurs... Voilà. C'est ma faute. Là, amende honorable, c'est moi qui ai organisé. Moi, j'ai une formation plutôt de sociologue. Et moi, je pointais vraiment sur les valeurs. Et donc, du coup, je reste un petit peu sur ma faim, si je puis me permettre. Parce que c'est bien de définir le progrès, mais pour répondre à la question, il faut définir les valeurs. Et il faut définir la notion de crise des valeurs. Alors, qu'est-ce que vous entendez, vous, par crise des valeurs? Alors, moi, je venais si vous voulez, je venais y réfléchir avec vous. Moi, les valeurs, effectivement, on va être plus... Enfin, ce qui nous vient, je pense que si on dit valeur à la salle, tout le monde répond morale. Enfin, voilà, le bien, le mal, voilà, les repères, l'éducation, la norme, la déviance. Après, voilà, enfin, ça crée des... Voilà, on est dans la notion de normes, voilà. Voilà, moi j'ai une question. On a beaucoup finalement parlé de progrès technique. Voilà. Enfin, mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre une crise des valeurs? Peut-être la question, parce que le fait de dire crise des valeurs, ça veut dire qu'on dit qu'il y en a une, de fait. Est-ce qu'il y a une crise des valeurs? Alors, pour moi, oui. Beaucoup de gens acquiescent dans la salle. Globalement, voilà. Enfin, je pense. Alors, qu'est-ce que vous entendez par crise des valeurs? Ça serait intéressant, parce que là, après, peut-être l'expertise, entre guillemets, pourrait... Si c'est tout fout le camp, c'est un peu court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire, les jeunes aujourd'hui, ils ne respectent plus. On n'en est pas là, je pense. Après, une dame qui a une idée, qui a envie de répondre. On rentre, enfin voilà, on peut parler d'individualisme, on peut parler de choses comme ça. Mais bon, c'est hyper vaste. Mais vous postulez qu'il y a une crise des valeurs, que les valeurs sont ce qui fait le lien commun, etc., est en crise. C'est intéressant, non mais est-ce que l'un d'entre vous a envie Globalement, oui, moi je dirais que oui. Vous diriez que oui. Mais vous n'êtes pas la seule, je vois que ça vous acquiesciez beaucoup. Oui. Pourtant, il défend des valeurs, Trump, on peut le dire. Et après, on peut ne pas aimer ses valeurs, mais il défend des valeurs très fortement. Tu vois, il y avait une dame qui levait la main, là, qui avait envie de dire quelque chose. Si vous avez envie. Ouais, je sais pas. Peut-être un mot. Oui. Je pense que là aussi, on est renvoyé à la question du critère. C'est-à-dire, en fonction de quel critère est-ce que vous jugez
du partage ou non des valeurs, du caractère positif ou non des valeurs, de ce que vous retenez parmi ces valeurs comme étant des valeurs qu'il faut défendre ou au contraire qui nuisent à notre vie en commun. J'imagine que si vous utilisez le terme de l'individualisme, comme souvent quand on utilise des ismes, c'est pour le dénigrer. Donc voilà, ça fait partie des points liminaires sur la question de l'interaction entre la question du progrès et la question des valeurs. C'est-à-dire, il y a un caractère hyper général dans cette expression de valeur qui nécessite d'être spécifié. C'est-à-dire qui parle de ces valeurs, sur quoi est-ce qu'elles portent, est-ce que ce sont des valeurs qui sont régionales, est-ce que ce sont des valeurs très générales, est-ce que ce sont des valeurs uniquement morales, est-ce que ce sont des valeurs qui ont une portée éventuellement universelle, est-ce qu'une vocation à être universalisable, etc. Donc là, je pense qu'il faut à chaque fois se poser la question sur chacun de ces niveaux, en quoi est-ce que, et puis après spécifier les différents types de progrès, que ce soit progrès social, écologique, technologique, etc. Et en quoi est-ce qu'ils sont susceptibles de pouvoir interférer ou pas, nuire ou pas. Voilà. Mais le diagnostic de crise des valeurs, pris dans cette grande généralité, à mon avis, nécessite d'être examiné de près, quoi. Ça fait partie de ces sortes de diagnostics qui sont diffusés et pas nécessairement maîtrisés. Voilà. Si je pouvais, je vais juste un peu compléter. Je pense que y a plusieurs choses. Une valeur, c'est ce au nom de quoi on est prêt à faire des choses, ce au nom de quoi on va hiérarchiser. Si pour moi la justice est une valeur, par exemple, je veux dire, voilà, il faut que à telle personne qui a été lésée, on donne une compensation. Si pour moi, l'ordre est une valeur, parfois, je vais dire, cette personne qui a été lésée, il faut qu'on la mette dans un trou, parce que sinon, si tout le monde se met à manifester pour elle, ça va être le désordre, c'est mal. Je fais référence à une phrase très célèbre de Goethe. Est-ce que entre une injustice et un désordre, je préfère une injustice. Ce à quoi Kant disait un peu avant ou un peu après, vaut mieux éviter parce que si tu fais ça, tu auras une injustice qui créera un désordre, par exemple une révolution, et tu auras le désordre et l'injustice. Et pour Kant, la justice est au-dessus de tout le reste. Ceci étant, je ne fais pas d'histoire de la philosophie, mais c'est cette idée qu'il y a plusieurs valeurs. Donc il y a par exemple la justice et l'ordre. Et il y a un philosophe qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de gens, qui s'appelait John Rawls, qui disait dans les démocraties modernes, nous avons, par définition, une pluralité de valeurs. Il y a des gens pour qui la valeur suprême, c'est la religion. D'autres pour qui la valeur, c'est gagner le plus d'argent possible. D'autres pour qui la valeur, c'est d'écrire la 10e symphonie de Beethoven parce qu'il s'est arrêté à 9. Et évidemment, quand quelqu'un poursuit une valeur sur les autres, a une valeur principale, sur les autres, il est moins bon. Comment fait-on pour s'entendre? Alors pour John Rawls, il disait, en fait, dans les démocraties modernes, on ne doit pas imposer de valeur. On ne doit pas imposer un bien. On ne doit pas dire ce qui est bien, c'est d'être digne d'aller au paradis. On doit avoir une sorte de consensus sur, alors en gros, il appelle ça la justice, et effectivement, c'est ce qui tient la démocratie moderne. Mais je dis ça parce que, à mon sens, quand on parle de crise des valeurs, ce qui est on a tous des valeurs sans doute assez différentes dans cette salle, et précisément, il y a des sociétés traditionnelles dans lesquelles tout le monde avait à peu près les mêmes valeurs. À partir du moment où il y a des différences de valeurs, la question, c'est quelles sont les institutions dans lesquelles elles peuvent être traitées, comment on peut vivre et à peu près correctement bien vivre tous ensemble. Et ça, c'est un premier aspect de crise des valeurs. Il y a un second aspect de crise des valeurs qui serait que, par exemple, soit les gens aient du mal à poursuivre une valeur ou identifier la valeur à laquelle ils tiennent, soit que dans une communauté, les gens, en fait, sont vraiment en opposition de valeurs, comme ce qui se passe aux États-Unis depuis quelque temps entre les traditionalistes républicains et les, j'ai dit le mot pour Wolf, progressistes démocrates, qui sont en conflit de valeurs totales. On appelle ça la polarisation. Donc c'est deux types de choses. Soit ne pas réussir à lire les valeurs, soit être dans une communauté où en fait les gens ont des valeurs tellement différentes qu'ils ne s'entendent pas. Alors je ne sais pas ce que fait le progrès là-dedans. En revanche, ce qui me semble exact, c'est que si vous parlez de progrès en général, et je reviens à cette question du rapport entre le progrès technique et les autres progrès, vous pouvez imaginer que vous avez
plusieurs valeurs. Alors, l'avancée technologique, la connaissance, la sauvegarde de l'environnement, la justice, l'égalité, la richesse. Et vous pouvez progresser sur chacune de ces dimensions, si vous voulez. Rien ne vous garantit que le progrès dans un sens entraîne le progrès dans tous les autres sens. En fait, c'est faux. Et donc, la question, c'est en fait comment vous allez articuler ces valeurs. Est-ce que pour vous, par exemple, le progrès vers la justice, c'est le plus important? Et donc, les autres sont bien aussi, mais il faut vraiment faut vraiment, pour faire un progrès technique, pour l'autoriser, il faut que ça implique un progrès de la justice, etc. Et personne n'est d'accord là-dessus. Voilà, désolé d'être trop... Je vais en mettre une couche. C'est bien, en fait, vous avez réussi à nous provoquer. Non, mais c'est bien. Non, mais en fait, vous avez bien fait de d'où rappeler d'où la pertinence de parfois poser des questions de cette manière-là. Bah oui, tout à fait. Moi, il y a aussi autre chose qui me gêne dans la formulation du sujet, puisqu'on en est là. Allez-y. Là, j'y suis pour rien, alors vous pouvez y aller. C'est pas Allons. moi qui l'ai formulé. Il y a cette question progrès technique, crise des valeurs. Et en fait, sous-entendu, il y a un sous-entendu, c'est progrès technique, comme si le progrès technique était un truc qui se faisait tout seul. Et puis crise des valeurs, ça avait trait à l'humain, etc. Et donc comme si c'était deux domaines complètement différents et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas humain et qui avait des impacts sur... Alors qu'en fait, dans tout ce qui se passe autour de la technique, il y a plein de phénomènes éminemment humains. Et qui avait des impacts sur les sociétés humaines. Puis il y a autre chose, désolé, ça fait un peu dissertation de traiter le truc comme ça, mais il y a aussi crise. La question de la crise, c'est quand même Critain, c'est tranché. En fait, la crise, c'est quoi cette crise? C'est-à-dire, il y a des évolutions qui vont déchirer des valeurs qui seraient préexistantes et qui n'ont absolument rien demandé. Ou est-ce que cette crise, elle se fait parce qu'il y a un phénomène critique, qui pareil vient de Critain? Est-ce que ça ne nous amène pas, ça ne nous provoque pas à avoir une certaine réflexion critique? Et ça donnerait aussi une autre perspective. La critique, c'est la mise en crise de quelque chose. Exactement. Quand on critique quelque chose, on le met en crise. On met en crise. Donc c'est aussi un aspect qui peut être positif. Donc peut-être que la crise des valeurs, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, c'est aussi tout simplement une évolution de valeurs. Ou juste un une changement. provocation pour réfléchir. Ce que disait monsieur tout à l'heure, les enfants critique. passent leur temps à mettre en crise les valeurs de leurs parents, après tout. Oui, mais une invitation à la critique. Est-ce que c'est pas une invitation à la critique? Et justement, est-ce que c'est pas de ça qu'on a besoin, plutôt que justement de faire une espèce de description, ça met en crise ou ça met pas en crise, se servir de ça pour arriver à un travail critique? En tout cas, vous nous avez fait parler, bravo, madame. Oui. Bonsoir, bonjour tout le monde. Plutôt. On est l'après-midi. Alors, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je suis citoyenne lambda. J'ai eu un peu de mal, je l'avoue, à suivre la première partie. Par contre, je suis absolument ravie de cette deuxième partie où, effectivement, on est dans un peu plus de concret, même si on est toujours dans la réflexion et je me retrouve un peu plus. Anecdote. La semaine dernière, j'ai rencontré 2 Américains. Voilà, j'étais touriste quelque part. Je tombe sur 2 Américains sur le même banc que moi. Et évidemment, au bout d'un moment de discussion, arrive la question, mais vous, en tant que Française, comment considérez-vous ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Je me suis bien gardée de répondre parce que je ne connaissais pas leur position. Et je n'étais pas venue visiter cette ville pour débattre de démocrates, républicains, etc. Et donc la dame s'est lâchée et elle a dit, vous comprenez, en tant qu'Américains, nous, on n'est pas seulement triste de ce qui se passe, mais on est, et elle a utilisé ce mot qui est très à la mode en ce moment en France aussi, on est dévasté, devastated. On est dévasté par ce qui se passe. Et là, pendant notre très intéressant débat, je me suis dit, que répondrait Trump devant cette question-là? Business as usual? Voilà. C'est pas une question, c'est une fausse. Je ne sais pas où vous étiez, mais je pense qu'il répondrait que de toute façon, c'est des riches de l'élite qui peuvent voyager et qu'ils ne comptent pas. Ouais, c'est une question de riches, effectivement. Bon, moi, je la retire alors. Non, c'est pas. Je parle pas de vous. Je parle des Américains qui vous parlaient. Ouais. C'est parce qu'il a fait toute sa campagne sur le fait qu'il était au service des pauvres gens et qu'il était contre. Même si c'est un énorme mensonge évidemment, et qu'il était contre les élites.
Donc, mais effectivement, il est probable que si vous prenez un Américain qui voyage et qui s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis, il y a plus de chances qu'il soit dévasté que si vous prenez un Américain au hasard au Texas. Oui. Ça, c'est... Un redneck, oui. Je pense... Oui, c'était exactement le cas, vous avez raison. Ce n'étaient pas des gens, à mon avis, très, très fortunés, mais ils ont dit, dans les 4 prochaines années, on va essayer de voyager à l'extérieur le plus possible. Bon, voilà, après, leur fortune personnelle, ils étaient dans l'éducation nationale là-bas. Donc Wolf, je pense vous pas voulez dire que un mot? Si je peux me permettre, merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'elle pose vraiment la question de ce qu'on appelle traditionnellement l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire, quelle place est-ce qu'on donne à la réflexion ? Et je pense que voilà, c'est un très bon exemple d'anti-intellectualisme, alors qu'il y a son côté très tapageur, très utilisant les médias à fond, saturant l'espace médiatique, puisque c'est ça en fait. Il s'agit chaque jour, je crois que c'est ce que disait son ancien conseiller en communication du premier Trump, qui était très doux au fond. Le premier Trump, on l'aimait bien. On est presque nostalgique. On est presque nostalgique du premier Trump. Et donc, on se retrouve face à quelqu'un qui a une maîtrise des médias qui est quand même relativement impressionnante. On ne peut pas lui dénier cette qualité. Et qui, effectivement, développe un intellectualisme foncier. Et je pense que c'est ça qui est très heurtant aussi. C'est-à-dire que toute la réflexion intellectuelle requiert du temps. Ça, déjà, ça ne fonctionne pas avec le rythme de Trump. Que cette réflexion, elle requiert de la formation. Ça aussi, ça ne l'intéresse pas. Elle requiert de l'investissement public. Tout ça, c'est des conditions de possibilité qui sont contraires à tout ce monde du gain immédiat ou de la plus-value immédiate de cette économie financiarisée dont rêve Trump. Alors, il se prend un peu les pieds dans le tapis, puisqu'on voit que Tesla perd des millions chaque jour. Mais je pense que là, on est orthogonaux. Et donc je pense que c'est ça aussi, que si vous dites que ces personnes étaient des membres de l'éducation nationale aux États-Unis, je pense que oui, elles appartenaient à un autre monde. Enfin, il y a une dame ici qui voulait intervenir. Alors, merci beaucoup pour les échanges. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc je n'ai pas suivi toute la discussion, mais je me posais cette question en lisant la thématique et je me disais, le progrès entraîne-t-il une rupture? Parce que pour moi, la crise, c'est une rupture. Et les valeurs, pour moi, c'est une boussole. Et ça me fait penser, en fait, à ce qu'a défini Shalom Schwartz avec ses valeurs, les 10 valeurs universelles. Et je me demandais, après, le progrès titille-t-il en fait justement ces valeurs universelles qui font chose commune. Donc, je ne sais pas si ça a répondu pour vous par rapport à ça. Shalom Schwartz en fait a défini 10 grandes qui sont communes en fait à l'ensemble des peuples, que ça soit bon, alors il y a toute la partie, on va dire, tradition, d'accord, et puis plutôt l'ouverture pour d'autres côtés. Donc voilà, moi je me demandais si ça ne titille pas, en fait, le progrès ne titille pas en fait les valeurs communes, et la crise, ça me faisait penser à la rupture. Voilà. Alors, je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est que on a bien souvent, quand on réfléchit à la question du progrès, on la pense comme de l'ordre de l'inouï, de ce qui serait un processus ou un phénomène dépourvu de cause, et qui viendrait créer une discontinuité radicale dans l'histoire. Bon. De facto, quand on étudie ce qu'on nomme progrès, puisque c'est ça aussi, la question c'est qu'est-ce qu'on nomme progrès ? Il est rarement, on trouve rarement des exemples justement précisément de discontinuité radicale. Donc déjà, c'est la première chose, et qui pose la question de la continuité ou pas, voilà. C'est plutôt, je dirais, les discours rétrospectifs qui nous font créer de la distinction ou de l'opposition, de la polarisation entre tradition d'un côté, progrès de l'autre. Et donc c'est cette mise en scène-là, moi en tout cas, qui me pose problème, c'est-à-dire à partir du moment où précisément on met en scène quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement entre des choses qui seraient inconciliables et qui seraient réifiées, substantifiées, et qui auraient une cohérence interne forte, etc. Or, on a bien vu que là, on a déjà dit, derrière progrès,
on met des choses très différentes, et derrière tradition, on met très certainement aussi des choses très différentes. Outre le fait que les traditions sont bien souvent inventées rétrospectivement et qui fait qu'on a l'impression que quelque chose est très traditionnel et très ancien alors qu'il a été créé récemment dans des contextes de néo-folklorisme ou de je ne sais quoi, où on s'est inventé une tradition, où on s'est inventé des coutumes. Voilà, ce qui n'est pas grave, mais tant qu'on ne le vit pas comme une sorte d'absolu qu'il faudrait défendre. Donc je pense que là, il y a beaucoup à déconstruire de nos représentations et de nos oppositions fortes ou de polarisation qui font qu'on n'arrive plus à penser les choses de manière nuancée, de manière complexe, etc. Et notre rôle, ça devrait être tous de nous efforcer de voir la complexité derrière ces gros mots qu'on oppose. Si je peux faire une petite remarque, enfin, une double remarque, mais il y a un mot qui revient tout le temps en France, aux États-Unis depuis quelques années, qui est un peu le mantra du capitalisme aujourd'hui, hein, c'est innovation disruptive ou innovation de rupture. Ça veut dire quoi? Et là, il faut remarquer deux choses. Innovation, c'est consubstantiel au capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme est un régime où vous produisez, vous vendez, vous réinvestissez, vous avez besoin de croissance. C'est quoi qui produit la croissance? C'est l'innovation technologique. C'est pour ça que toutes ces discussions aujourd'hui autour de la décroissance sont si importantes, parce que la plupart des économistes disent si on arrête la croissance, si on passe en croissance zéro, tout s'écroule. C'est le moteur du capitalisme. Derrière croissance, il y a innovation. Que veut dire innovation disruptive? Ça veut dire, encore une fois, c'est go fast and break things. Hein. Ça veut dire que quand vous passez, je sais pas, de la voiture à cheval à la voiture à essence, bah, il faut vous débarrasser des chevaux. Il n'y a pas 50 chevaux, il faut en faire autre chose, etc. Vous avez cassé un truc. Et on est aujourd'hui dans un régime qui est non seulement l'innovation, mais du moins le régime vanté, prisé, etc. L'innovation disruptive. Une bonne partie des conversations sur l'intelligence artificielle, c'est bon, bah voilà, il y a ça, donc on va mettre plein de gens au chômage, mais on va leur trouver autre chose à faire. Ils auront autre chose à faire. Bon. C'est pas évident, mais bon, regardez, les Excel n'a pas tué les comptables, la machine à coudre n'a pas tué les gens qui travaillent dans la confection, sauf qu'ils sont plus trop en France, mais bon. Donc vous voyez, c'est sur disruptive que se pose, à mon avis, justement, cette question de est-ce qu'il y a rupture. Et l'autre chose qui était assez rapide à dire, c'est que quand Internet a été inventé, l'utopie, c'était quand même que une jeune fille inuite allait pouvoir discuter avec un professeur chinois d'anglais à Shanghai et que tout le monde serait en relation et que ça allait faire un grand monde commun. Il se trouve que c'est le contraire. Il se trouve que les réseaux sociaux ont produit une quantité faramineuse de micro-communautés, avec toutes les études sur les réseaux sociaux, etc., le montrent, avec des degrés de polarisation. Hein. Les républicains ne parlent qu'aux républicains, les véganes ne parlent qu'aux véganes, etc. Et donc, les viandards ne parlent qu'aux viandards. Et ces gens-là, au mieux, pensent que les autres n'existent pas, au pire, les diabolisent. Donc, effectivement, polarisation, éclatement, parcellisation, oui, il y a un problème avec le monde commun à partir de là. Mais bon. Peut-être juste une toute petite remarque. Alors, la discussion qu'on a là est particulièrement intéressante parce que elle me renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Quand on parlait d'intelligence artificielle et qu'il y a cette idée de aligner, pour prendre les termes qui sont utilisés dans le champ, aligner les machines sur les valeurs humaines. Vous voyez le genre de discussion complexe, et en sortant de la salle, on n'en aura pas fini sur la question des valeurs. Alors dire aligner les machines sur les valeurs humaines, plus facile à dire qu'à faire, première chose. Et deuxième chose, par rapport à l'intervention de Philippe, quand il parle d'innovation disruptive, etc., et pour le coup, c'est ce que tu montres bien dans ton ouvrage, cette innovation disruptive, elle est aussi sous condition idéologique. Elle est porteuse d'un certain type d'idéologie, elle est porteuse d'un certain type de valeurs. Et l'innovation disruptive, crise des valeurs, pas de certaines valeurs qui veulent, à travers ces innovations-là, s'imposer. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière remarque ou question? Eh bien, c'est l'heure du goûter pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.